Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast pour les leaders de la transformation. On est au Salon des meilleures pratiques d'affaires 2024. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Francis Charette de FP Innovation qui va venir nous parler de plusieurs sujets. D'un, l'innovation dans le domaine forestier, des opportunités d'affaires aussi avec les aides gouvernementales en lien avec l'offensive de transformation numérique pour les séchoirs, pour les têtes d'abattage, la collecte de données, que ce soit dans la forêt ou dans les usines. Puis on va parler aussi de l'événement du 5 et 6 février 2025, en fait, qui est en lien avec toute l'industrie forestière du Québec. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Vous allez voir un personnage très coloré. Merci tout le monde. Bonne écoute. Écoute. Merci Francis d'être sur le podcast. Je vais te laisser peut-être te présenter et expliquer ton rôle, mais j'aimerais ça aussi savoir c'est qui Francis. Pas juste Francis dans son rôle de travail, mais dans son rôle au personnel. Ça va me faire plaisir. Puis, premièrement, merci beaucoup Benoît et Nicolas pour l'opportunité. C'est ça, je suis Francis Charette, je suis gestionnaire de la transformation numérique chez FP Innovation. Puis je m'occupe aussi je suis directeur général d'Algorex, qui est également en transformation numérique dans le secteur forestier. Donc, à la question qui je suis, Francis Charette, je suis plein de choses, mais je suis entre autres papa de 3 enfants. Ça occupe beaucoup mes soirées, mes fins de semaine parce que j'ai. On est dans le même bateau. Là. Ouais, j'ai 2 petits joueurs de hockey, j'ai une joueuse de piano, une joueuse de flûte. Oh là là, okay. Je joue également au hockey, donc on a plein d'activités autres une fois que le travail est terminé. Puis sinon, ça, je suis un gars de l'Abitibi, je viens d'Amos, fait que par défaut, je suis un gars de plein air, chasse, pêche, pick-up. Malgré j'ai plus de pick-up maintenant, mais j'en demande en lui encore. Fait que là, t'es dans une période où t'es en vacances de septembre à fin novembre, toi. Là. On en a un directeur, chasseur. Oui, j'aimerais ça, mais ouais, ça, j'ai raccourci. Plus t'as d'enfants, moins t'as de temps pour le golf, la chasse, la pêche, mais c'est correct quand même. Il y a une certaine période don de soi que moi j'appelle, qui est belle, qui revient après, mais bon, puis tu parlais de ta petite pick-up, là, moi j'en ai un, puis je suis venu au centre-ville avec un matin, là, puis la porte au Palais des Congrès, elle l'ouvrait pas au complet pour le stationnement souterrain, puis j'ai pas passé dedans. J'ai limé le toit un petit peu, je pense, c'est le début, mais en tout cas, fait que t'as bien fait depuis en avoir, j'étais déçu un matin. J'ai pris ma vieille Suzuki SX4 2012 qui est tout petite, qui passait partout, puis on s'en traverse. C'est parfait en ville. Francis, parle-nous un peu d'FP Innovation, pour que les gens là, de la communauté de la Chaise Bleue n'ont peut-être pas entendu parler FP Innovation, domaine forestier, mais au-delà de ça, c'est quoi FP Innovation au Canada même? Puis en termes de mission, de raison d'être de l'organisation. Oui. Donc, FP Innovation, c'est un institut de recherche à but non lucratif privé qui se dévoue vraiment à l'industrie forestière au Canada. Donc, ça fonctionne sous forme de membership. On a des membres, les grandes forestières canadiennes qui sont membres chez nous, qui, dans le fond, mandatent de faire la recherche pour eux dans sous divers thèmes. C'est eux qui décident, dans le fond, sur quoi on va travailler. Puis, on a des bureaux à Montréal, à Québec, à Vancouver. Donc, c'est vraiment pan-canadien. C'est pan-canadien, OK. Oui, puis c'est vraiment sur toute la chaîne de valeur. Là. Donc, on parle des opérations forestières, vraiment de la récolte. On va récolter les arbres en forêt, mais également de la transformation, première transformation, deuxième transformation, poté papier, bioénergie. Donc, on couvre la chaîne de valeur en entier. Puis on essaie, dans le fond, notre mandat, c'est d'aider à la compétitivité du secteur forestier canadien dans un contexte mondial. C'est des marchés mondiaux, les produits forestiers. Donc, en passant, tu es un des seuls qui est venu sur le podcast qui ne s'est pas enfargé dans la compétitivité. La plupart des gens s'est enfargé dans le mot. C'est juste de la loc, là, je vais m'enfarger plus tard. Bravo. Puis peut-être pour une entreprise, tu sais, le client cible, en fait, chez FP Innovation, là, c'est une entreprise qui a des transformations, autant de la collecte en forêt, de l'abattage, du transport, de la transformation. Est-ce qu'on sera à la 2e, 3e transformation ou on s'arrête à, exemple, au 2x4 bundle sec? Ou on se rend jusqu'au meuble? Non, okay. FP Innovation a bougé dans le temps, là, puis il y a certains pans de marché qui sont plus petits, qu'on est moins présent. Mais pour ce qui est de l'industrie des panneaux, par exemple, on y touche un peu. La deuxième transformation un peu aussi. On fait des tests, entre autres. On a tout des gens qui s'occupent à certifier les bâtiments, dans le fond, les nouveaux matériaux qui arrivent pour bâtir des maisons, des immeubles. Eux vont faire tous les tests pour s'assurer qu'ils soient certifiés, qu'ils soient dans le code du bâtiment, qu'on puisse bâtir des maisons de cette façon-là
et puis d'autres types d'habitations au Canada, aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, on couvre assez large dans ce qu'on fait, mais on est dirigé par notre industrie. C'est eux, selon les tendances, qui nous oriente à pousser plus d'un côté ou de l'autre. Présentement, comme chez vous, on se fait demander d'essayer de voir comment la transformation numérique peut amener l'industrie à un autre niveau. On sait qu'on n'est pas à l'avant-garde par rapport à d'autres industries, mais il y a beaucoup d'opportunités, puis c'est là qu'on essaye d'amener des nouvelles solutions pour notre industrie, pour augmenter la compétitivité. Et la productivité, c'est sûr, des entreprises. Exactement, la qualité des produits qu'on envoie à ces marchés. On a eu, peut-être là, 1 mois et demi, peut-être 2 mois déjà au STFM, on a eu Patrick Hamelin, qui est responsable de l'OTN au Québec, qui est venu sur le podcast, qui a parlé des offensives de transformation numérique au Québec, qui sont des aides financières pour les entreprises manufacturières. Vous autres, vous en avez remporté une. Hein? Je pense que présentement, il y en a 2 qui roulent, si je ne me trompe pas, ou c'est la même. Pourrais-tu un peu nous expliquer? Il y a tête d'abattage, il y a séchoir aussi. Peut-être que ça serait intéressant parce que c'est une opportunité pour les gens, d'un, pour les manufacturiers, mais de deux, c'est qu'il y a des gains financiers attachés à ça aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça, en fait, on a 2 projets sur le programme d'offensive transformation numérique. Puis le premier projet, c'est une exploitation plus optimale des données des têtes d'abattage des abatteuses multifonctionnelles en forêt. Ça, c'est une machine, dans le fond, qui est utilisée beaucoup au Québec pour aller récolter l'arbre puis le transformer en bio. Okay. Donc, en bio, de 8 pieds, 9 pieds. Puis ces bio-là, ensuite, c'est ça qui est envoyé à l'usine pour faire du bois d'œuvre, 2x4, 2x6, du copeau, plein d'autres produits forestiers. Mais la partie tête d'abattage, c'est quand même des équipements assez évolués qui sont dans le portrait, je vous dirais peut-être depuis 20-25 ans, peut-être même plus en fait, mais ou qui récoltent une quantité de données. Parce que ces machines-là vont mesurer le diamètre de l'arbre, ils mesurent la longueur aussi, puis en enlevant les branches, ils vont, dans le fond, mesurer la longueur exacte pour le couper à 8 pieds, parce que souvent, des 2x4 dans une maison, le standard, c'est 8 pieds, c'est la hauteur des plafonds. Donc, si on n'a pas des bonnes longueurs, ben un plafond de 7 pieds, c'est moins hot un peu. Fait que la valeur des produits forestiers est affectée lorsque la longueur de ça débute dès la première activité de la chaîne de valeur. C'est là que ça commence. Ça vient couper la valeur de tous les produits à partir de cette première mesure-là qui est prise. Dis-moi, Francis, c'est quoi? Il y a plein de caméras sur la tête d'abattage? Ça doit être... Non, pour l'instant, c'est très mécanique. Okay. Sans aller trop loin, mais c'est une roulette qui touche à l'arbre, puis lorsqu'elle déroule, ben elle mesure la distance. Elle calcule le 8 pieds minimum pour l'optimiser dans sa coupe. Là, après. Ça, puis elle a des bras qui ferment, puis elle sait la distance qu'il y a entre le début de la tête, puis comme ça, elle est capable de savoir le diamètre de l'arbre et la longueur, puis on lui donne des règles à respecter. Pour tel diamètre, ben, tu fais un 8 pieds. Pour les plus gros diamètres, tu peux appeler plus long. Dans le fond, ça, c'est chaque donneur d'ouvrage qui décide ce qui est optimal pour son usine. Tu sais, je me mets dans la peau d'un manufacturier, pas un manufacturier, mais une entreprise de services forestiers qui a des tailles d'abattage présentement, qui collecte du bois. C'est quoi l'avantage d'appeler FP Innovation sur ce projet-là avec l'OTN? Qu'est-ce que ça lui donne comme... Ben en fait, nous, chez FP Innovation, on a développé une méthodologie pour s'assurer que ces dates d'abattage-là vont être bien calibrées et qu'ils vont donner des données très précises. Non seulement pour une question de longueur, largeur de produit, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec ces données-là s'ils sont précises. Okay. Vous savez autant que moi... Tu peux valoriser les données par la suite. Ah, tout à fait, tout à fait. On parle de productivité, d'aide à l'opérateur, d'aide à l'entrepreneur, d'aide au donneur d'ouvrage. Mais l'indicateur de base, c'est vraiment d'avoir la tête qui génère des produits qui sont précis. Nous, on le fait en trois étapes. La première étape, c'est vraiment de calibrer la tête. Il y a une méthodologie à faire mécanique là, où on prend des verniers qu'on va mesurer, puis ensuite on s'assure avec l'ordinateur de la batteuse que tout soit bien étalonné. Il n'y a pas de réseau, là, c'est des edge là, computer, t'as pas le choix. Là. Non, je vais t'en parler dans notre troisième étape. Là. On a M. Elon Musk dernièrement qui nous a... Starlink qui est là. Peu importe ce qu'on peut penser de M. Musk, là, mais en tout cas, ce produit-là... Il nous a dit de pas là. On va pas là. On va pas là. Tu m'ouvres la... Non, ça... Donc, mais en forêt, l'Internet, la connectivité au monde est quand même disponible pour ces machines-là. Maintenant, depuis, je te dirais, 2-3 ans, ça a été un game changer là. Parce qu'on a fait longtemps de la recherche. On a essayé d'amener du LTE en forêt avec des antennes semi-mobiles. Des micro-ondes, c'est ça. Puis, oublie ça, là, c'est pas fiable. Ça se faisait, mais c'était compliqué, c'était coûteux. L'arrivée de Starlink a tout changé. C'est facile, c'est pas énormément coûteux. Puis, ça, c'est au-delà de
d'échanger de la donnée juste pour les opérateurs. Les gens qui travaillent en forêt sont loin de leur famille. Donc, juste de pouvoir appeler qualité de vie, là, ça a été amélioré. Ça a changé beaucoup de choses, mais nous, pour ce qui nous préoccupe, ça a changé effectivement l'échange de ces données-là qu'on peut maintenant valoriser, suivre des données, des machines en temps réel, puis donner du feedback. Donc ça a été la troisième partie de notre méthode. La première méthode, qui est la calibration. La deuxième méthode, c'est la standardisation des données. Oui. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de standards dans notre industrie en forêt, les gens vont pas aller programmer, vont pas appeler le produit tous de la même manière. Même si c'est un bio d'épinette de 8 pieds, ben, il y en a qui vont l'appeler EPN 8, l'autre, ça va être EPP 8 PI. Puis, là, même dans une usine, des fois, entre les départements, un produit, il y en a qui vont appeler ça un bon de vente, puis l'autre, ça va être un bon de commande, mais certains domaines, mais c'est rare les gens que c'est normalisé, honnêtement, là, par rapport à la nomenclature des codes produits. Pas dans la forêt. Là. Ah non, c'est sûr que non. Là. C'est ça. Fait qu'on, c'est des Vous étapes. Vous voulez amener cette normalisation-là? On l'amène, on la pousse dans l'industrie. À travers FP Innovation, on a quand même un bon reach à travers le Québec, mais même au-delà. Donc, c'est ce qu'on amène. Les gens commencent à l'adopter, puis ils voient justement à l'interconnectivité. Ils peuvent utiliser les données à travers leurs entreprises à divers niveaux. Fait que c'est ça, en fait, qu'on fait de base. On met tout le monde sur la même base. Ensuite, c'est là qu'on amène une deuxième étape d'intelligence où on va aller calculer la productivité en temps réel par chiffre de ces équipements-là qui étaient difficiles à faire avant. Donc, puis on va comparer ces productivités-là par rapport à ce qu'ils devraient faire dans le même terrain donné. Parce qu'en forêt, une forêt, c'est très hétérogène. Dans une forêt avec des gros arbres, tu as une grosse productivité, des petits arbres, une petite productivité, mais quand tu es en pente, quand il y a plein d'obstacles, donc tu peux pas toujours... Il mouille, tu es dans la boîte, la qualité du sol, name it. C'est ça, fait que c'est dur d'avoir des conditions qui permettent de comparer des pommes avec des pommes, mais ça, chef Innovation, on a une expertise sur la productivité depuis des années, c'est le cœur de notre expertise en opération forestière. Okay. Donc, on a des courbes de productivité qu'on peut comparer les entrepreneurs avec eux-mêmes, premièrement, mais ensuite avec des courbes, leur dire, regarde, ça se passe Voici bien. La moyenne de l'industrie, puis toi, tu te situes là. Vous faites ça là, à l'heure actuelle. Là. Exact. Puis, lorsqu'ils sont au-dessus de la moyenne, on leur dit, continuez, ça va bien. Lorsqu'ils sont en dessous de la moyenne, c'est là qu'on peut amener des aides plus spécifiques en fonction de ce qu'on peut voir à travers les données, puis de l'accompagnement qu'ils peuvent avoir de nous, mais d'autres aussi. Là. Il y a plein de formateurs, puis mais c'est d'un peu les situer, puis de commencer à paver la voie d'utiliser ces données-là pour aller plus loin. Tu sais, en fait, il y a un point que tu as mentionné, moi, qui me résonnait aussi, c'est qu'en fait, on réduit la perte, on classe mieux la qualité. Fait en réalité, développement durable aussi. Tu sais, ça améliore la courbe durable. C'est sûr, puis de partager l'information aussi entre compagnies qui récoltent le bois. C'est bien aussi de s'entraider un l'autre puis d'être capable de travailler en équipe, même si on est deux compagnies qu'on peut se voir compétiteurs jusqu'à un certain point, mais de collaborer au travers d'un organisme pour que tout le monde au Québec devienne meilleur ou même au Canada. Ça, je trouve ça génial là, comme concept. C'est de mettre ensemble nos ressources pour aller plus loin, aller plus vite. Puis aller combattre des marchés concurrents à l'international par la suite, mais de s'allier. J'adore ce concept-là aussi. Là. L'autre projet qui est en lien avec le séchage, j'imagine, c'est l'optimisation des séchoirs puis de la meilleure gestion d'énergie. Je pense que y a quelque chose que je manque dans mon discours? Oui, non, c'est tout à fait ça. À haut niveau, peut-être aller une étape plus loin dans le fond. Encore une fois, chez FP Innovation, on a parmi les meilleurs experts procédés en séchage au monde. Sécher du bois, ça peut paraître simple. En gros, on met des planches dans un gros four pendant 2-3 jours. Il est humide quand il rentre, il ressort sec. Mais dans les faits, c'est très complexe parce qu'on ne veut pas sécher trop vite. Si on sèche trop vite, le bois peut craquer, peut avoir des problèmes de qualité. Le bois, encore une fois, il est très hétérogène. Donc, il y a des planches qui sont très humides, d'autres secs. Donc, si tu t'en prends pas compte, celle qui était déjà sec va être très, très sec. Elle sera plus qualité. Puis celle qui est humide, là, peut-être qu'elle va l'être encore. Donc, c'est une science qui est très complexe. Mais nous, on a des experts qui comprennent bien ce procédé-là. Puis en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a codé le cerveau en algorithme. Parce que l'expertise en séchage, c'est une expertise... C'est Ghislain, ça fait 20 ans qu'il fait du séchage. C'est Marc, Vincent et Samuel, mais c'est que cette expertise-là, elle s'est perdue un peu dans l'industrie. Il y a moins en moins de ces experts-là dans l'industrie. Les gens qui arrivent, ils ont moins d'expérience, ils apprennent sur le tas, mais comme je dis, il y a une certaine complexité la courbe d'apprentissage est assez longue.
Donc, avec l'outil qu'on offre à travers Algorex, c'est qu'on peut arriver à aider ces nouveaux opérateurs-là en les envoyant, dans le fond, c'est un système d'alarme qui dit quand tu as un écart sur le procédé, qui dit quand il y a une anomalie, il dit non seulement que tu as une anomalie, mais il dit quoi faire. Donc, on trouve la cause profonde, on leur dit, ben, va changer telle chose, puis ton procédé va revenir sous contrôle. Puis je te dirais que les gens qui ont embarqué dans le programme sont tous très, très satisfaits. C'est des programmes annuels. Puis tous ceux qui ont passé à travers le cycle d'un an, qui ont continué avec nous. Oui. Donc, ça vient toucher un besoin qu'il y a dans l'industrie qui est une perte d'expertise par rapport à ce procédé-là. Puis c'est encore une fois l'utilisation des données qui étaient là. Nous, on n'emmène pas d'hardware, on n'installe rien. On fait juste se connecter au PLC, aux différentes bases de données à l'usine. Tu crées pas une obsolescence programmée chez le client, dans le fond. Tu t'en viens dans sa technologie. Exactement, exactement. Le théorie, le but, c'est pas de juger d'autres techs, là, mais non, mais quand même, là, c'est périn dans le temps ce qu'on met, puis tu viens un peu rendre des opérateurs actuels des super opérateurs. En valorisant une collecte de données, en le transformant ça en information pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en temps réel. Ouais. Ça, c'est devenir data-centric dans une entreprise, de prendre des actions sur un plancher de production qui viennent d'une collecte de données sur un PLC directement. Je trouve ça génial d'apporter les industries à ce niveau-là. C'est ce qu'on a de besoin, là. Oui, puis en fait, ça amène aussi une paix d'esprit, là, parce que les opérateurs de ces équipements-là ne sont pas constamment à regarder des écrans. Ils ont plein d'autres tâches connexes. Mais nos algorithmes, eux, c'est uniquement ce qu'ils font. Ils regardent les données 24 heures sur 24. Moins souvent, d'après moi. Là. 7 jours sur 7. Puis même les fins de semaine, le directeur d'usine, il sait que même s'il n'y a personne peut-être qui regarde pendant 6 heures ce procédé-là, parce que c'est un procédé qui est lent. Puis tu vois rien, il n'y a pas de fenêtre, c'est fermé, il fait chaud là-dedans. Tu ne veux pas aller là. Fait que tu peux juste regarder des graphiques. Puis comme je te dis, il n'y a pas quelqu'un qui est assigné à faire ça 24 heures sur 24. Donc, c'est un système d'alerte. C'est ça. Avec ça t'emmène une paix d'esprit. Là. Ça me fait rire parce que là, je réfléchissais hier, là, je suis avec mon plus vieux, il a 13 ans, là, puis il est en secondaire 2, puis on faisait de l'algèbre. Puis il fallait juste comprendre les deux courbes, comment ils se touchent, le AX plus B, puis après ça, tu calcules le Y, tu colles, c'est le même Y, c'est quand que le X, la base. Là. Puis, j'ai pris l'exemple, pas du séchoir, mais j'ai pris l'exemple d'un aiguisage patin, parce que les gens, moi, j'ai un aiguisage patin chez nous, la Sparks. Ah ouais, là, les gens, ils disent, le monde qui a de l'argent, ils ont des aiguisages. Puis là, hier, j'étais avec mon gars, puis j'étais avec un de mes chums qui était à la maison. Tu as calculé le breaking point. J'ai dit, check bien ça. J'ai dit, on va faire ce que tu as fait à l'école, ce que tu n'as pas l'air à comprendre. Puis là, j'ai pris les deltas que tu colles, là, comme on est au bureau. Ouais. Là, je me suis mis à dessiner. Là, j'ai dit, regarde, un aiguisage patin, ça coûte 10$. À chaque fois que tu en fais un, c'est 10$. C'est 10x plus 0, dans le fond. T'sais. Après ça, j'ai dit, acheter un aiguisage patin, ça coûte 1400. Puis là, ça te coûte 70 cents d'aiguisage. Fait que, tu sais, la curve, à 149 aiguisages est payé. Fait que là, je disais, toi, t'as combien d'affaires? Lui, il y a 2 affaires qui jouent au hockey. Parfait. Mettons, en 3 ans, combien de fois tu fais aiguiser patin? 500 fois. J'ai dit, tu viens de perdre 3600 $. Tu sais, là, on faisait tous les calculs de base. Mon gars, il les faisait. Mais tu sais, le séchage, c'est la même maudite affaire, là. C'est que les gens, ils ne calculent pas pour comprendre qu'il y a une opportunité de débile. Puis, ils se fient à leur connaissance, leur perception. Mais en réalité, le gain, il est phénoménal. La donnée te permet d'améliorer ton séchoir. Si tu le fais pas, tu vis dans l'isolement. Ouais, excuse-moi de le dire de même, mais c'est ça. Là. Puis, tu sais, c'est vraiment de jouer à 2 niveaux. Au niveau de la productivité, oui. Si tu sèches bien puis que toutes les opérations sont fluides, tu vas sécher plus de bois dans une année. Mais au niveau plus de bois, puis ton bois, est-ce qu'il va valoir plus cher aussi? C'est ça. Au niveau c'est la valorisation de la qualité, matière. C'est surtout là qu'il y a un gros avantage aussi. Parce que dans le bois d'œuvre, il y a des grades. Là, 1, 2, 3, 4. 3 et 4, ça vend moins cher que 1 et 2. Puis c'est quand même des grosses marges. Puis présentement, le prix du bois n'est pas très bon. Je ne sais pas si vous suivez le secteur, mais tu nous as dit de parler en politique, mais oui, on l'a vu. Non, mais c'est pas quelque chose de politique. C'est un fait qui... Il y a même des moulins qui ont arrêté leur activité. Non, c'est ça. Il y a des usines même de panneaux qui font leurs activités. C'est ça. Fait que présentement, chaque dollar que tu peux aller chercher est important là, pour la pérennité, passer à travers ce cycle-là qui est plus difficile. Absolument. Fait que ça, c'est les 2 gros projets qui roulent à l'heure actuelle chez FP Innovation. Là. Avec l'OTM. Avec l'offensive OTM. Il y a plein d'autres projets, mais c'est les 2, dans le fond, qu'on met de l'avant parce que, dans le fond, on a un appui forestier du ministère de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie. Oui. Puis,
ce leverage-là nous permet, dans le fond, de supporter l'industrie à peu de frais. Là. Donc, tous les gens, s'il y a des gens qui écoutent, qui n'avaient pas entendu encore, ben, c'est le temps de nous contacter, on peut les supporter. Puis c'était ma question exactement. Tu sais, n'importe qui est dans l'industrie forestière, qui écoute ça, puis qui se sent touché ou il sent qu'il pourrait en profiter de ces deux projets-là, comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec FP Innovation? Ben, le lien le plus direct, c'est de m'appeler moi, Francis Charette, chef Innovation. Je suis sur LinkedIn, on peut me trouver facilement. Puis, sinon, je pensais que tu allais donner ton numéro de téléphone direct. J'étais comme, quand même, Francis, sur LinkedIn, directement avec toi. Oui, exactement. Tu es très actif là-dessus. Mais tous les gens qui connaissent déjà FP Innovation savent comment nous rejoindre aussi. Okay. Mais c'est la façon d'avoir plus d'informations sur le programme. Excellent. Je vais ajouter une initiative. Ah ben, t'avais-tu quelque chose? Vas-y. M'en aller ailleurs. Là, on a parlé de 2 projets qui sont des projets, je pense, qui sont déjà ready to go. Là, il y a une nouvelle initiative qu'on a lancée. Puis normalement, on ne fait pas ça à Chaise Bleue, se vendre nous-mêmes, là, je vais dire ça, non, mais on a fait un partenariat avec FP Innovation. Peut-être que je te laisserai introduire, puis après, je vais expliquer un peu plus en détail où on peut aller avec l'industrie. Mais vas-y, Francis, je t'ouvre la porte. Dans le fond, tu sais, pour ce qui est de l'industrie forestière, on connaît bien notre industrie, puis on sait que le virage technologique est enclenché depuis quelques années, mais globalement, la maturité technologique de l'industrie n'est pas parmi les plus avancées. Donc, pour pallier un peu à ça, on a fait appel à vous, à GLM, qui voyait l'industrie manufacturière de divers domaines, de venir jaser avec nos gens dans l'industrie forestière, leur montrer ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait dans l'industrie, les meilleures pratiques, les positionner aussi par rapport à leur propre entreprise. Tu vas pouvoir en parler un peu plus. Oui. Tu me lances, c'est qu'en fait, la première chose qu'on va faire avec l'entreprise, c'est que nous, on regarde toujours la stratégie d'affaires, puis on veut comprendre comment elle se découle cette stratégie-là dans la chaîne de valeur. Puis une fois qu'on comprend la chaîne de valeur, ce qu'on veut savoir, c'est dans votre industrie, il y a déjà des benchmarks qui existent dans le monde d'investissement technologique par rapport à vous, mais par rapport aussi à l'industrie. Il y a beaucoup de secteurs, je me compare au secteur du plastique, on est en sous-investissement présentement par rapport aux autres, à l'Ontario, par rapport aux États-Unis dans le domaine du plastique. C'est sûr qu'on prend un retard, puis là, on vit un sentiment d'imposteur. C'est le même principe dans le domaine du bois où on va aller voir aussi la robustesse des processus. On va aller voir aussi c'est quoi l'architecture technologique qui permet d'aller peut-être d'avoir s'il y a des opportunités, puis de pas... Moi, je peux dire pas arriver avec des logiciels parce qu'on ne vend pas de logiciels. Le but, c'est d'aller voir à quel niveau vous situez, où on veut se rendre, c'est quoi les grandes étapes, de créer un premier roadmap. Puis après ça, s'il y a des retours sur investissement qui sont court terme, moyen terme, c'est de commencer à vous outiller pour au moins que ce ne soit pas des dépenses, mais bien des investissements. Fait que c'est vraiment là qu'on va. Je ne sais pas si tu veux ajouter là, de ton côté. Je pense que tu as très, très bien résumé, Benoît. Puis tu sais, un des points essentiels, je pense, dans la maturité, c'est la culture numérique en entreprise. Fait que c'est sur ce point-là aussi qu'il va falloir s'attarder, le mesurer, puis peut-être commencer à apporter, puis ça commence par des prises de conscience, par certaines formations de base. Puis tu sais, je tiens à vous dire, tous ceux qui écoutent, ça part souvent du top management. C'est la culture numérique en entreprise, les gens vont avoir tendance, on va regarder ce que notre président va faire, notre présidente va faire au niveau VP, directeur, comment est-ce qu'ils utilisent puis qu'ils valorisent, comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions avec des données au day-to-day. Tu sais, ça part du top aussi, fait qu'au niveau de la culture numérique des entreprises, je pense que là, on a beaucoup à gagner, fait qu'on va s'attarder aussi à ce point-là, assurément. Là. Ouais, puis c'est comme un bilan de santé, tu sais, je veux pas te dire à quel point tu es malade, je veux te donner un plan d'action ou je veux te rassurer que dans le fond, t'es pas mal pris. Puis en fait, moi j'aime mieux l'analogie, c'est pas qu'on est malade et qu'on veut le guérir, vraiment pas. C'est qu'on est excellent dans ce qu'on fait, mais on veut aller gagner un Ironman. Exactement. Puis on a besoin d'un plan d'entraînement pour augmenter notre productivité puis générer beaucoup plus de productivité, en fait, là, puis relier moins, d'être moins dépendant des ressources clés dans l'entreprise. La dépendance par rapport aux ressources humaines, c'est à évaluer, fait que c'est ce qu'on veut diminuer, identifier puis adresser par la suite, mais faut aller gagner des Ironman. Moi, j'aime mieux le voir d'une manière positive comme ça que d'amener un remède comme tel à une situation. Puis je vais citer Germain Lamonde pour une 300e fois dans minimum. La saison cette année. Il va falloir que tu l'invites à souper à Québec bientôt. Là. Je l'ai fait en passant. Okay. Mais c'est pas quand tu commences ton sprint qu'il faut que tu t'attaches les souliers. C'est un peu ça la transfo numérique. Si tu n'as pas un plan de match, tu n'as pas des étapes claires avec des investissements, puis en ressources aussi, le temps est... En fait, ça vaut plus cher que l'argent souvent. Mais souvent, c'est là. Si on compare à un sprinter, c'est comme si tu perds ton temps en commençant. Fait que c'est la bonne première étape.
Je vais arrêter de parler de ça. En passant, c'est supporté par l'OTN aussi, par FP Innovation. Oui. Ça, on pourra en parler si vous êtes intéressé, même pour rentrer en contact avec Francis ou avec moi. Puis je veux juste te dire merci pour vrai. Moi, c'est un plaisir de participer à l'industrie forestière. Là. J'ai hâte de commencer, d'aller voir les industries, de m'impliquer dans ce domaine-là. Fait que merci de l'opportunité. C'est un plaisir partagé. On est très contents, honnêtement. Good. Question pour toi. On parle du domaine de la foresterie qui tend à se moderniser de plus en plus. Puis on part peut-être un peu plus loin que certains secteurs, en avance peut-être sur d'autres aussi. Tu sais, j'en ai visité des entreprises, puis tu arrives des fois dans des usines où est-ce qu'ils font la coupe, le triage et ainsi de suite, puis jusqu'à un certain point, c'est assez automatisé aussi. Oui, c'est assez impressionnant. Fait il y a certains secteurs de la chaîne de valeur qui est quand même avancé énorme. Puis ça, tu en es plus conscient que moi, je suis convaincu. Mais ma question est de savoir, si on se projette dans 5-10 ans, comment tu perçois l'industrie du bois? Où est-ce que ça s'en va? Tu sais, au niveau de l'intégration de la technologie, de la prise en charge, est-ce que tu as une vision que tu te donnes du domaine pour les 5 prochaines années? Bon, c'est sûr que ma vision est teintée beaucoup par les projets dans lesquels j'ai les mains présentement. Donc, l'utilisation de la donnée. Tu sais, une usine de sciage, souvent on parle d'une usine de sciage, mais en fait, c'est 3 usines. Là. Il y a 3 procédés distincts qui sont la sciage, de transformer un objet qui est cylindrique en un rectangle. Donc, un bio en planche. Mais après ça, il y a l'usine de séchage, l'usine de rabotage qui vient faire un fini. Fait que ces usines-là, présentement, sont pas encore très, très interreliées. Il n'y a pas d'interopérabilité entre les 3 grandes usines. Exactement. Donc, il y a certains... ça crée des encours de production, ça crée des goulots. C'est quand même... Les gens qui gèrent, ils connaissent bien ça. Mais tu sais, il y a encore beaucoup de gestion à l'instinct. Mais ce que je vois, dans le fond, c'est d'utiliser la donnée même pas pour prendre des décisions, mais pour que le système prenne des décisions lui-même. Elle le fasse lui-même. Exactement, puis que lui-même soit là plus en mode surveillance. Puis lorsqu'il voit quelque chose qui ne semble pas jiver, ben là, il intervient avec ses connaissances, vient réaligner le tir. Mais les données sont là pour être capable d'automatiser la prise de décision à la sortie, puis même d'amener après ça toute l'intelligence de marché, ainsi de suite. Donc, une prise de décision globale pour ce qui se passe en usine. Puis, dans la forêt, ben, c'est d'autres défis parce que la forêt, c'est chez FP Innovation, on a certains projets en automatisation. Puis ce qui est complexe, c'est que c'est un endroit très extrême pour essayer de mettre un robot. Là. C'est clair, mais tu sais, tout de suite après toi, Francis, on va faire un podcast avec Spot. Oui. Le robot de Boston Dynamics qui est juste là. Il est juste sur le côté, là. Puis j'ai dit que j'allais faire des ponts avec ce qu'on allait parler dans la forêt, parce qu'un robot Spot, lui, il peut aller se promener à plein d'endroits dans la forêt. S'il est proche d'une zone qui a de la fumée parce qu'il y a eu un incendie puis il y a encore de la fumée, Spot, il peut y aller, là, à la limite. C'est un des exemples. En passant, ils ont un événement le 5, le 5 et 6 février à Québec. À Québec, au Alt Hotel pour. Je vais te laisser en parler, mais Robot Spot, là, on l'amène avec nous. Il va être là. Il va être sur la scène. Okay. On l'amène à il va venir se présenter dans le prochain podcast, là, directement. Parfait, mais il vient à l'événement, c'est confirmé. Là. Génial. On amène notre chien robot. Ben, je pense que ça va faire partie de la prise de conscience que ces gens-là ont déjà, puis on va continuer d'influencer puis de former parce que un robot comme ça, c'est une acquisition de données extrême en forêt, là. L'humidité, la luminosité, la température, les arbres, c'est complètement fou. Je t'arrête dans ton élan de joie, là, mais j'aimerais ça peut-être que tu nous parles de l'événement en février, 5-6 février. Ouais. Donc, c'est ça, c'est un atelier de transformation numérique où on va venir parler, entre autres, des solutions disponibles, mais on va profiter de l'événement aussi pour aller interroger les dirigeants de l'industrie pour voir, tu sais, à la base, les besoins qu'ils ont qui pourraient être adressés avec des solutions technologiques, essayer de les faire interagir parce que... c'est un panel de discussion sur les enjeux, ça va être... Il va y avoir des panels, il va y avoir des ateliers des ateliers animés, il va y avoir des présentations des conférenciers, donc ça va être un événement vraiment pour se mettre à jour par rapport aux solutions disponibles, mais aussi de penser à l'avenir, semblable à la question que tu viens de me poser. C'est quoi qu'ils voient dans le futur, c'est quoi qu'ils ont besoin pour alimenter la recherche chez nous, la recherche ailleurs, puis aussi d'inviter des compagnies technologiques à venir dans notre secteur. On a déjà un certain écosystème, mais il y a encore de la place. Là. Ouais. Ça n'a pas été annoncé encore. Là. Je travaille avec eux, on collabore avec Marc et toute la gang pour faire venir, mais Bullseye est là, Spot est là, Francis va être là, Gosselin. Il y a plein de joueurs, là, le panel s'en vient, puis eux, ils ont beaucoup de case studies, des projets qui existent déjà, concrets,
qu'on va mailler. Puis, il y a comme un gros design thinking qui va avoir lieu. Là, je ne veux pas voler tout l'événement, mais le design thinking, c'est qu'on va aller chercher l'information des gens, ses prochains besoins des prochaines années. Parce que c'est pas vrai Avez-vous la date, les gars? C'est le 5 et 6 février. 5 et 6 février. Mais c'est vraiment pour le domaine forestier. Absolument, ouais. là, mais je t'intéresse à y aller pareil. Je vais vous dire tout de suite. On pourra t'avoir un billet. Va faire une passe à Marc. Si jamais il y en a des entreprises qui voudraient commanditer l'événement, je dis ça comme ça. C'est un événement où tous les décideurs vont être, dans le domaine forestier, vont être sur place à Québec le 5 et 6 février 2025. Je pense que ça vaudrait la peine. Il y a encore de la place en ce moment. Là, ça va se mettre dans les prochains jours. Excellent. Écoute, je te ramène à mon élan de joie de tantôt. Puis dernière question que j'aurais pour toi, c'est un peu pour parler du futur, puis oui, en lien avec le domaine forestier, assurément, mais peut-être plus large un peu, où s'en va l'industrie au sens plus large. Qui est-ce qui t'influence? Qui est une figure pour toi que tu aimes aller t'alimenter soit un livre, un conférencier, quelqu'un, un entrepreneur, qui n'est pas obligé que ce soit dans ton entourage, tu n'es pas obligé de le connaître. Qui est-ce que, dans le fond, si on mettait un autre divan dans le podcast, là, qu'est-ce qu'on invite au podcast live pour poursuivre la discussion qu'on a présentement sur l'avenir? Forestier. Forestier. Ou tu peux sortir. Mais ça, j'y ai donné une porte là, parce que. C'est une très bonne question. Je sais qu'il fut une époque, comme je vous mentionnais, je viens de l'Abitibi, puis il y a un monsieur de l'Abitibi que j'ai eu la chance de rencontrer qui est un bâtisseur justement dans le secteur forestier qui s'appelle Frank Dottori, qui a démarré une industrie, une compagnie qui s'appelle Tembec, qui maintenant, bref, a été vendue, ainsi de suite. Là, mais ça m'impressionne toujours des gens qui voient, dans le fond, le potentiel dans notre secteur, qui se mettent, dans le fond, qui mettent tout ce qu'ils ont au service de l'industrie, puis que lui, il a réussi à en faire une multinationale, mais on a constamment des gens dans notre industrie qui poussent. Un autre qui vient tout juste de prendre sa retraite, qui s'appelle Pierre Cormier de Produits forestiers résolus, qui est un homme visionnaire avec qui on a beaucoup travaillé chez FP Innovation, justement, parce qu'il est capable de se mettre 10 ans en avant, puis de déjà dire, garde, ça vaut la peine de prendre du temps, de mettre des ressources là-dedans, puis de pousser. Fait que des gens comme ça qui sont visionnaires, qui investissent leur temps, leur passion dans le secteur, c'est ce qui vient nous driver aussi. Ces deux personnes-là, finalement, on met 2 divans de plus. Est-ce qu'ils vont être là en février à l'événement? On pourrait peut-être travailler. Il faudrait travailler là-dessus parce que là, j'ai un défi pour toi, Ben. Ça serait L'agenda se remplit, Nicolas. Je le sais, mais j'aime ça rajouter, moi aussi, c'est ça. Hier, on commençait à jumeler des ateliers. Vas-y. En fait, Francis, la question que j'ai pour toi, c'est quelle question aimerais-tu lui reposer en podcast? Peut-être comment il arrive à se détacher du day-to-day. Parce qu'entre autres, Pierre Cormier, c'est vice-président opération forestière de Produits forestiers résolus. Je veux dire, il y a un portefeuille énorme. Là, c'est sûr. Je veux dire, il ne doit pas se demander quoi faire de ses journées, mais comment il arrive à se détacher des opérations, du day-to-day, puis vraiment de se voir dans l'avenir, de voir son industrie dans l'avenir, avoir cet espace-là mental pour se permettre de rêver, mais pas juste de rêver, de rêver de façon focusée, d'avoir des éléments qui peuvent vraiment les emmener ailleurs. Des fois, c'est ce que j'essaie moi-même de faire. Je suis en recherche, mais c'est pas tout le temps évident de le faire. Puis moi, je suis payé pour faire ça. Fait que de voir des gens de l'industrie, des postes à si haut niveau qui arrivent à le faire, ça, c'est impressionnant. Ça serait peut-être le genre de question que je pourrais poser. J'adore ça. Rituel de vie ou façon de penser. Écoute, garde cette question-là dans ton back pocket, mon Benoît. Puis ça serait le fun de poser la question à M. Pierre Cormier. Exactement, oui. Génial. Je serais en bon avec les noms. Fait que ça, je vais m'en souvenir, M. Pierre Cormier. Écoute, dernière question, moi, moi j'irais avec la question d'inspecteur de police. C'est là que je m'en allais, je te la laisse. Je te la laisse. Ah, ok, t'es fin. Ok, c'est bon, je la prends. Tu dans le trouble, là? En fait, ouais. En fait, tu sais, par rapport à FP Innovation, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore après le podcast qu'on devrait savoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé et qu'on aurait dû en discuter à propos d'FP Innovation? Il y en a des tonnes. Comme je vous disais, FP Innovation couvre pas mal toute la chaîne de valeur complète. Moi, je vous ai parlé de quelques petits morceaux, mais en fait, c'est ça. FP Innovation, c'est un incubateur d'idées, mais très orienté, c'est un catalyseur pour amener des solutions au marché. Au marché. Donc, c'est pas juste de générer des idées, c'est vraiment de prendre des idées, d'appliquer notre filtre FP Innovation dessus, avoir l'aval d'industrie pour dire, ça, c'est une idée qui a du potentiel, on pousse, on investit, on essaie d'aller chercher des financements pour l'amener à terme, puis la transférer à l'industrie qui a pu se l'aider et être plus compétitive. Donc, en gros, c'est ça, FP Innovation.
J'adore ça. Combien de membres FP Innovation au Canada? En ordre de grandeur, c'est... Parce qu'il y a divers niveaux de membership, mais je te dirais que une grande majorité des grosses compagnies forestières au Canada. Les gens sont là. Ils ont déjà été au-dessus de 130, 150. Là, c'est sûr, l'industrie forestière est difficile. Fait que il y a c'est des consolidations et tout, je comprends. Là. J'adore ça parce que votre mission, ce que vous apportez au marché, c'est la définition même de l'innovation. D'investir, de garder ça. Puis une fois qu'on arrive au marché, ben là, c'est un sprint. Fait que vous apportez des innovations parce que vous allez implanter puis aller vendre des solutions au marché par la suite. Fait que c'est de la vraie innovation. Mais j'adore ça. On ne travaille pas en vase clos. Souvent, les projets qu'on met en place sont avec des partenaires, des membres d'FP Innovation. Donc, on les teste chez eux, on les développe avec eux. Puis une fois que le concept a été testé, il semble être valide, ben après ça, on scale up puis on peut aller plus loin. Là, mais on travaille définitivement pas juste dans des laboratoires. Vous êtes le laboratoire d'innovation de l'industrie, dans le fond. Moi, c'est la définition que je m'en fais. Là. Ben, j'ai goût d'aller visiter le laboratoire. Ça va me faire plaisir. Yes, n'importe quand. Écoute, je te laisse le mot de la fin, mon en fait, merci d'être venu sur le podcast, Francis. On continue pour une belle année, j'espère. Puis j'espère que les projets vont se concrétiser. Puis surtout, j'espère que les gens vont arrêter de juste voir ça comme une dépense, mais un investissement, les projets. Il y a tellement eu d'R&D en arrière, d'MVP, on est rendu à l'étape de déployer, comme tu as dit, l'innovation. Donc, arrêtez d'avoir peur de ce qui existe puis allez chercher vos gains. Là. Merci Francis, merci Nicolas. Merci à vous, messieurs.